Mesdames, Messieurs, chers confrères, Monsieur le Président, cher ami. Bonjour, Président. C'est un grand honneur pour nous et une grande amitié que vous nous faites venir avec votre directeur, Monsieur Lépinault, à ce 13-14. 13-14, c'est un moment que l'Académie a décidé il y a quelque temps d'offrir à des personnalités du monde économique, social, connectées à l'agriculture et aux secteurs qui en dépendent, pour une expression libre sur des sujets originaux, porteurs de progrès, porteurs d'innovation. Et nous avons été vraiment extrêmement heureux de notre contact avec Adivalor. On a vraiment apprécié énormément de recevoir l'honneur de venir à votre anniversaire cet été, ce printemps au Salon de l'Agriculture et de voir la masse du travail accompli et les résultats extraordinaires. Donc, je vais sans tarder te passer la parole pour que tu nous expliques en quelques mots Adivalor. Et puis ensuite, on passera la parole à Monsieur Lépinault, le directeur général, et puis à nos collègues pour le dialogue en échange. Voilà. Merci, Président. Bonjour à tous. Donc, effectivement, je vous remercie de nous accueillir l'exposition photo d'Adivalor. Alors, cette année, Adivalor, effectivement, fête ses 20 ans. Donc, on a été précurseur au niveau européen, j'ai envie de dire, parce que la gestion des déchets, je pense qu'on manque de communication là-dessus. C'est pour ça qu'on a choisi de mettre à l'honneur les hommes et les femmes qui, grâce à leur effort au quotidien, nous permettent de collecter, on va le voir avec les chiffres de notre directeur général Pierre de Lépinault, plus de 89 000 tonnes sont collectées chaque année. Donc, on est leader en Europe et ce n'est pas assez connu du grand public et du monde agricole. D'où l'objet de cette communication. Et je peux vous dire que c'est avec une grande fierté que je préside Adivalor depuis 1 an et demi, puisque j'ai quelques autres mandats. On en a parlé ce midi ensemble, le Conseil économique et social environnemental. Je suis président d'une coopérative. Mais vraiment, la présidence d'Adivalor, c'est une bouffée d'oxygène au quotidien, parce que voilà, ça positive l'agriculture et Dieu sait si on en a besoin en ce moment. Donc, je ne veux pas être plus long. Vous voulez que je sois plus long? Mais non, il y a mon directeur qui a une belle présentation derrière. Mais donc, je sais j'ai vu qu'il a beaucoup de slides. Donc, comme vous m'avez dit que c'était on va peut-être faire un tour de table. Oui, peut-être. Peut-être pour que ceux qui sont à distance puissent… Donc, je recommence. Christophe Grison, je suis agriculteur depuis 33 ans dans l'Oise, céréalier de base et maraîcher depuis 6 ans. Voilà, on vend aussi des légumes à la ferme en circuit court. Et donc, je préside la coopérative Val-France et je suis membre du Conseil économique et social environnemental, président du groupe de la coopération OCSE. Très bien. Donc, Jean-Jacques Hervé, je suis président de cette honorable maison pour l'année 2022. Philippe, peut-être? Donc, Philippe Kimbomblet, donc je suis conseiller auprès du secrétaire perpétuel de l'Académie d'agriculture de France. Et membre aussi. Alors, Christian Saber, je suis à l'Académie également, rédacteur en chef du mensuel, et j'ai passé 40 ans dans le domaine des semences, à la communication. Et donc, j'ai bien connu effectivement Adivalor à ses débuts, puisqu'on a commencé pas mal à recycler dans les semences. Dominique Parmassin, je suis membre de la section alimentation humaine au sein de l'Académie d'agriculture et toxicologue alimentaire. Bernard? Oui, Bernard Ambolet, donc je suis général agronome, je suis membre de l'Académie, je suis secrétaire de la section 9, industrie de l'agrofourniture et des industries des productions non alimentaires. Bien. Monsieur, au bout? Non. Patrice. Bonjour, Patrice Robichon. Donc, comme Dominique, je suis membre de la section 8, alimentation humaine, et je suis également le trésorier perpétuel de cette… Jacques. Oui, bonjour, Jacques Brulet, dont j'étais président de cette académie l'année dernière, dont je suis président. Et je suis intéressé par votre action parce qu'effectivement, je vous l'ai dit à l'instant, je développe aussi des activités internationales avec le groupe interacadémique pour le développement et nous avons un projet de colloque en océan Indien et donc savoir si la Réunion faisait partie d'Adivalor et si oui, ça m'intéresse beaucoup de les faire venir à Madagascar au mois d'octobre. Ça a marché? Oui, ça a marché. Marie-Françoise, oui. Marie-Françoise Le Guyadère, donc je suis anciennement secrétaire de la section sciences humaines et sociales et actuellement vice-présidente de l'Académie. Et mon activité professionnelle a été consacrée au rapport sciences-société dans différentes institutions, énergie atomique, INRA pendant très longtemps, INSERM, et puis dans un établissement public que j'ai créé. Voilà, merci. Voilà.
Voilà, et sera notre présidente 2023. Constant Lecoeur, alors secrétaire perpétuel. Voilà, ça c'est pour la présence ici. Alors, nous n'avons pas de connexion en ligne à ma connaissance pour le moment, identifiée à part Pierre. Et donc, c'est YouTube qui assurera la diffusion de cet après-midi, cet début d'après-midi, ultérieurement. Avant de repasser la parole, tu veux peut-être redire un mot? Non, comme on sait que c'est 1 heure, on va essayer d'être synthétique et efficace. Très bien. Et je préfère que Pierre prenne la parole pour qu'on puisse avoir du débat entre nous après. Parfait. Ça pourrait être sympa. Parfait. Alors, juste le mot que je voulais rajouter, j'ai oublié de le dire, c'est que je voulais remercier aussi Adi Valor de nous avoir prêté une sélection de ces photos, de ces superbes photos faites par un professionnel du portrait qui représente divers aspects des activités d'Adi Valor, c'est-à-dire du recyclage qui va jusqu'au bout de la chaîne de recyclage. Toute l'économie circulaire qui est en photo. Ça, c'est vraiment un témoignage tout à fait intéressant. Et vraiment, je suis très sensible à la façon dont nous avons monté ça ensemble. Merci beaucoup. Merci Pierre. Tu as la parole. Bien, merci Monsieur le secrétaire perpétuel, Monsieur le Président, Mesdames les vice-présidents, je crois qu'il y en avait au moins une, peut-être deux, Messieurs les académiciens, Mesdames et Messieurs, merci de nous donner un temps d'intervention à l'occasion de ces 13-14. Donc, j'en déduis qu'il est simplement une vérification avec vous, il est 12h15. Donc, l'objectif est de terminer la session à 14h. Et donc, je vais essayer de limiter mon temps d'intervention à 35-40 minutes. Ça vous semble raisonnable? Oui. Pas trop long, Pierre, pour laisser un peu de débat. Et par contre, voilà. Si tu peux te rapprocher du micro, ça serait pas mal. Alors, très bien, je me rapproche un peu et vous me direz si vous voyez la différence. Merci, oui, de me donner l'occasion, de nous donner l'occasion de vous parler de ce qui est la mission d'Adi Valor, à savoir être acteur de l'économie circulaire et du recyclage, et également de vous expliquer en quoi l'agriculture française est actuellement, au niveau national et international, en pointe sur ce sujet. Alors, pour d'abord vous redonner quelques éléments de contexte, et je vais rester sur des constats assez simples. L'économie circulaire, pourquoi? Ben, ça part d'un constat assez simple. C'est un constat que les ressources de la planète, quelles qu'elles soient, sont en quantité limitée. Selon certaines publications de l'ONU, à date, et j'insiste sur le à date, car l'histoire nous a montré qu'on avait pu quelquefois porter des diagnostics qui s'étaient révélés erronés quelques décennies après. Le constat à date, c'est qu'en 1969, la planète avait tout juste de quoi satisfaire les besoins de l'humanité, qu'en 2018, l'estimation était que nous avions besoin d'1,7 fois les ressources théoriquement disponibles annuellement pour pouvoir répondre aux besoins des générations, et que ce ratio ne fait que croître, et on parle d'un facteur 4 à l'horizon 2050. Là encore, je ne fais que citer des sources externes. Je me garderai de porter un avis définitif sur ces prévisions qui sont, me semble-t-il, quelquefois quelque peu teintées de pessimisme. Il n'empêche que nous consommons de plus en plus au niveau mondial. Là aussi, un exemple sur ce graphique des quantités de matière mobilisées pour la fabrication d'un certain nombre d'objets de notre quotidien. Et il est évident que cette consommation augmente. Alors, d'une part, du fait d'une augmentation de la population, même si là aussi elle est bien plus modérée qu'on aurait pu l'imaginer il y a une trentaine d'années, mais surtout du fait d'une augmentation du niveau de vie dans des pays des pays émergents d'abord et des pays en voie de développement ensuite. Je pense notamment, bien entendu, à la Chine et à toute la zone Asie. Vous le savez peut-être, mais chaque année, en Chine, accèdent à la classe moyenne 30 à 40 millions de Chinois qui consomment comme vous et moi. Alors qu'on était sur le stade précédent sur des consommations que l'on peut qualifier d'essentielles.
Donc cette consommation de matière, elle semble inéluctable. On aurait pu imaginer des approches de décroissance pour limiter ces impacts. Ce qui a émergé durant les 10 dernières années, c'est un concept de découplage. Comment arriver tout en poursuivant et en restant dans un contexte de croissance économique, comment préserver le bien-être des populations tout en réduisant les utilisations de ressources et les impacts environnementaux. Voilà, nous sommes là au cœur de ce qui va être à l'origine de ce concept d'économie circulaire qui a une quinzaine d'années. Hein, les premières publications en Europe et au niveau de l'OCDE datent d'une quinzaine d'années environ. Je rajouterai quand même ce qui a accéléré la réflexion sur ce sujet, notamment en France via l'ADEME, ça a été le constat d'un risque de pénurie et de dépendance sur les métaux rares. Alors, je n'en parlerai pas durant mon intervention, mais sachez qu'il y a déjà une dizaine d'années, l'ADEME avait tiré le signal d'alarme en alertant le gouvernement sur le risque d'avoir des pénuries brutales de métaux rares. Je n'aurai pas le temps de le développer, mais je me souviens très bien d'une carte, hein, d'une cartographie des gisements de métaux rares et où on réalisait que la plupart des pays producteurs étaient des pays avec qui nous avions des relations pour le moins difficiles, voire dans certains cas carrément conflictuelles. Et l'idée d'économie circulaire, elle était née aussi de ce constat que la seule façon de s'affranchir d'une possible dépendance vis-à-vis de ces États, et quelquefois d'États voyous, c'était d'arriver à réduire notre consommation, soit en ayant des produits mieux conçus, soit en récupérant ces métaux rares et en les réutilisant. Voilà, je n'irai pas plus loin sur ce sujet, mais sachez que l'ADEME a beaucoup travaillé là-dessus et je dois avouer que j'avais trouvé on avait eu la chance d'avoir lors d'un comité technique une présentation tout à fait passionnante et qui nous avait ouvert les yeux sur ce sujet qui est qui maintenant est bien présent dans notre quotidien. Alors, le concept d'économie circulaire, c'est de gérer une transition entre une économie linéaire. Qu'est-ce qu'on appelle une économie linéaire? C'est une économie où on extrait de la matière, où on produit, on fabrique un produit, où on utilise ce produit et on le jette. C'est le modèle qui a dominé depuis l'après-guerre jusque dans les années 2000. Et à côté de ça, donc un nouveau concept qui qualifié donc de circulaire, où l'extraction, la production, la consommation va s'accompagner également d'une meilleure conception des produits, d'une consommation plus sobre et du recyclage ou de la réutilisation d'un certain nombre de produits. Alors évidemment, ça ne se fait pas sans contrainte, c'est bien pour ça que cette transition prendra du temps. Elle nécessite une nouvelle approche de la part des sociétés qui fabriquent, mais également, elle nécessite une véritable éducation du consommateur. Pour les plus anciens d'entre vous, vous pourrez sourire en disant « mais on n'invente rien, on nous apprend simplement à ne pas gaspiller ». C'est vrai, mais je crois qu'on peut dire que les nouvelles générations, et je m'inclus dedans, hein, même si j'avance en âge, je pense que nous n'avons pas connu ces périodes de pénurie que les plus anciens d'entre nous ont pu connaître et qui les ont marquées à jamais. Alors, une des définitions de l'économie circulaire, c'est celle que vous avez sous les yeux. L'économie circulaire consiste à produire des biens et des services de manière durable en limitant la consommation et le gaspillage des ressources et la production des déchets. Il s'agit de passer d'une société du tout jetable à un modèle économique plus circulaire. Vous noterez que, et c'est ce qui est intéressant également, là où on a parlé de développement durable, en se demandant où était l'économie dans ce concept, on met dans l'économie circulaire l'économie au cœur. Il ne s'agit pas de mettre en opposition un souci de préservation des ressources, de l'environnement et le développement économique. C'est bien de concilier les deux. Et en ça, c'est important. Et en ça, ça rencontre un certain succès
en France, mais également dans la plupart des pays développés, à 2 exceptions près, il faut bien le dire. Pour l'instant, la plupart des États, et donc la plupart des États américains, à l'exception de la Californie et de la Pennsylvanie, si je me souviens bien, qui ont engagé une démarche sur l'économie circulaire, et le Brésil, hein, qui sont 2 pays, pour l'instant encore dans le tout jetable. Ça n'étonnera pas ceux qui ont eu l'occasion d'aller dans ces pays. Alors, l'économie circulaire, et vous avez ici une représentation qui vient maintenant, une publication de référence de l'ADEME. Cette économie circulaire, elle s'appuie sur 3 domaines d'action et 7 piliers. Les domaines d'action, c'est l'évolution de l'offre des acteurs économiques, l'évolution de la demande et du comportement des consommateurs, une amélioration de la gestion des déchets. Et derrière ces 7 piliers ont été identifiés, ces 3 domaines d'action ont été identifiés 7 piliers. Pour ce qui est de l'offre, un approvisionnement durable, une éco-conception des produits, l'écologie industrielle et territoriale, en clair, essayer de boucler, d'organiser des boucles à l'échelle de territoire, une économie de la fonctionnalité, est-ce qu'on peut remplacer un produit par un autre en consommant moins de ressources? Ça, c'est pour l'offre. Sur les comportements des consommateurs, 2 piliers, la consommation responsable, achat, consommation collaborative, utilisation, et l'allongement de la durée d'usage, le réemploi, la réparation, la réutilisation. Et le 3e domaine d'action, la gestion des déchets, essentiellement orienté vers le recyclage et, on le verra, la réincorporation, la réutilisation de matières recyclées. Alors, il y a 2 grands pans dans l'économie circulaire, il y a 2 grands enjeux que vous avez représentés sur ce graphique. Vous avez, d'une part, tout ce qui est lié à des produits d'extraction, hein, qui sont qualifiés de nutriments techniques et qui sont bien entendu en des ressources limitées, et ça sera l'objet principal de mon intervention aujourd'hui. Mais vous avez, et ça concerne pleinement l'agriculture, il y a bien sûr tout le volet nutriments biologiques qui, pour l'essentiel, sont des ressources renouvelables et qui, là aussi, comportent des enjeux majeurs en matière d'économie de ressources. Alors, vous avez ici un exemple très, très concret, hein, sur un produit de notre quotidien, hein, le smartphone. Comment demain entrer dans une logique d'économie circulaire avec un smartphone? Eh bien, on va travailler sur la fabrication. Est-ce qu'on peut proposer un produit qui permette d'abord une durée de vie plus longue, un recyclage de l'ensemble des éléments, voire une réutilisation, une 2e vie? On peut aussi s'intéresser au système de location. La question de l'achat, alors là, évidemment, c'est la remise en question, hein, des effets mode, hein, qui nous conduisent quelquefois à renouveler nos téléphones tous les ans ou tous les 2 ans. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce qu'il y a de la place pour un marché de l'occasion? Est-ce qu'il y a de la place pour un marché de location? L'utilisation, est-ce qu'on peut conserver son téléphone plus longtemps? Est-ce qu'on peut le faire réparer? Alors, vous entendrez parler de plus en plus de recyclerie, hein, on va essayer de réparer un certain nombre d'objets, notamment les vélos. Et puis, le recyclage, et là, ça veut dire d'une part la collecte et puis des techniques qui vont permettre de déconstruire l'objet et de récupérer tous les métaux ou toutes les matières qui sont potentiellement réutilisables via un process de recyclage. Alors, si on focalise maintenant sur le sujet qui, bien sûr, nous concerne, Adivalor, la gestion des déchets. La gestion des déchets, c'est un sujet qui est devenu dominant et prioritaire depuis une trentaine d'années. Il y a ce souci d'abord des pouvoirs publics d'instituer une hiérarchie, hein, dans le mode de gestion des déchets, avec d'une part essayer de réduire sa consommation, hein, ce que vous voyez sur la ligne refusée, hein. Est-ce que je peux consommer autrement? Est-ce que je peux ne pas consommer? Bon, c'est l'exemple emblématique du stop pub pour les tracts papier dans les boîtes aux lettres. Il y a la réduction. Est-ce que je peux réduire, acheter en vrac, acheter local, réparer?
Est-ce que je peux réutiliser? Alors, on voit ça notamment sur le passage du sac de caisse, les sacs de caisse jetables au cabas, qui sont par essence réutilisables. Le recyclage. Et pour la partie organique, bien entendu, le retour à la terre. Voilà, donc toujours à garder en tête que cette notion de hiérarchie en termes de mode de traitement des déchets, qui va privilégier la prévention et qui va considérer comme option la moins souhaitée, la moins souhaitable, la mise en décharge. Et nous nous acheminons vers une interdiction complète de mise en décharge de tout déchet potentiellement recyclable. Et à l'inverse, d'essayer au maximum de prévenir l'apparition des déchets. C'est ce qui est au cœur et c'est ce qui aujourd'hui régit la mise en place de nos politiques publiques en matière de gestion des déchets. Alors, un enjeu très important également, c'est la notion d'incorporation des matières plastiques recyclées. Vous avez sur ce graphique une représentation des taux d'incorporation de matières recyclées en fonction des différents matériaux. Et vous voyez qu'on arrive à des taux d'incorporation très élevés sur des matériaux métalliques, ferraille, aluminium, également sur les papiers cartons ou le verre, et qu'à contrario, on reste encore sur des taux d'incorporation très faibles sur le plastique, nous étions en 2015 à 6,5% du plastique consommé par an contenant donc un taux moyen de 6,5% de plastique recyclé, ce qui est bien sûr très peu. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, très rapidement sur le sujet déchets organiques, qui est également un sujet majeur pour les politiques publiques, mais également un sujet majeur pour l'agriculture. Sachez que, évidemment, l'enjeu agricole est dominant pour ce qui est des déchets organiques. Vous avez ici une estimation des quantités totales produites par an. Alors, évidemment, on aura toujours cette discussion. Nous, secteur agricole, est-ce qu'on peut parler de déchets ou est-ce qu'on va parler de sous-produits? Le débat reste ouvert. Les déchets ménagers également, qui représentent un enjeu de plus en plus important avec l'amélioration du tri. Et puis les déchets de l'industrie agroalimentaire sur lesquels des actions spécifiques sont menées. Alors la valorisation des déchets organiques, là je dirais que nous sommes plus sur le terrain de jeu, vous les connaissez, vous connaissez les différentes voies. Retour au sol, production d'énergie. Il y a là des champs d'innovation et des champs de développement importants pour lesquels l'agriculture aura un rôle clé à jouer. Également, le rappeler, puisque j'en parlais tout à l'heure, réduction du gaspillage. L'ADEME travaille également et les pouvoirs publics travaillent sur la notion de gaspillage alimentaire. Et vous avez ici une représentation, une estimation des quantités gaspillées d'aliments estimées aujourd'hui, et le chiffre interpelle, à 150 kilos par habitant et par an, ce qui est assez considérable. Et vous avez sur le graphique une représentation des étapes à laquelle sont identifiées ces pertes alimentaires. Donc, il y a là aussi un travail à faire sur la réduction du gaspillage. Pierre, n'oublie pas qu'il nous reste une petite demi-heure. Il faut que on revienne sur notre sujet à Divalor, oui, et laisser du temps au débat. Voilà, alors, j'aurais voulu parler un peu plus, malgré tout, du concept de responsabilité élargie du producteur qui régit l'organisation de la filière Adivalor. Alors, qu'est-ce que c'est que la responsabilité élargie du producteur? Ça s'appuie sur le concept du pollueur-payeur et du constat que plus le produit qui va être fabriqué est polluant, plus les coûts de sa fin de vie doivent être importants pour le producteur, de façon à inciter le producteur à améliorer la conception de son produit. Donc ça, c'est un concept qui a émergé dans les années 80, qui a été appliqué dans un premier temps sur les emballages ménagers et qui aujourd'hui tente à s'étendre sur la plupart des produits de notre quotidien et notamment en France, qui a une volonté politique très forte d'étendre ce principe de responsabilité élargie aux producteurs. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les metteurs en marché de produits, et ça va être le cas pour l'agricole,
vont éco-contribuer, donc verser une contribution pour financer un système de collecte et de valorisation des déchets issus de l'emploi de leurs produits. Donc évidemment, plus le produit sera difficile à collecter ou difficile à recycler, plus la contribution sera élevée, et donc il y a un intérêt économique direct du fabricant à améliorer la conception de son produit. Alors, je vais passer le schéma, on y reviendra peut-être dans les questions, sur le qui fait quoi, qui paie quoi. Simplement vous dire voilà, qu'il y a beaucoup de filières qui ont été mises en place durant les 20 dernières années. L'agriculture, vous le voyez en orange sur ce graphique, fait partie des premières filières mises en place en 2001. Et vous le voyez par le code couleur, la filière de gestion des déchets d'agrofourniture reste aujourd'hui la seule filière dite volontaire. On verra de quoi il s'agit. Et nous faisions partie des premières filières quand on a démarré en 2001, et je vais y revenir, était déjà bien en place la filière des emballages ménagers, mais pour le reste, tout restait à construire. Donc, on a vraiment vécu cette période qui, je dois le dire, était assez exaltante, de construire et de défricher sur des terrains qui étaient à l'époque encore vierges. Alors, dernier point, dernier élément de contexte qui est primordial et essentiel, c'est la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, dite loi AGEC, qui a été promulguée en 2020 et dont vous allez entendre parler encore pendant un certain nombre d'années, puisqu'elle va mettre en place tous les dispositifs qui vont permettre de faire de cette économie circulaire une réalité de notre quotidien. Et là-dessus, la France est en pointe, puisque l'Europe suit avec un paquet économie circulaire qui nous est annoncé pour l'année prochaine, dans 2 ans. Donc, il y a un décalage de… La France a 3 ans d'avance sur ce qui devrait sortir au niveau européen. Alors, pour ce qui est de l'agriculture, nous avons, dans le cadre de cette loi AGEC, et on en est très fiers, obtenu un régime d'exception, à savoir que nous ne sommes pas soumis à agrément d'État. Et nous avons argumenté sur 3 critères. D'une part, que la filière est en place depuis maintenant une vingtaine d'années, qu'elle a d'excellents résultats et que nous ne voyons pas la valeur ajoutée d'un cadre réglementaire. On a eu des discussions assez intenses avec les services de l'État sur ce sujet. Et finalement, la secrétaire d'État de l'époque, Brune Poirson, a tranché en considérant qu'il était bon que nous conservions cette spécificité. Et donc, nous fonctionnons sans agrément avec un simple accord cadre avec le ministère qui est une feuille de route partagée et qui nous permet de garder la liberté en matière de moyens et de méthodes à mettre en œuvre, ce qui nous paraît essentiel pour garantir la performance du dispositif. Alors, je rentre maintenant dans le sujet et cette petite affiche, peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent, c'est une publication de 1990 du ministère de l'Agriculture qui expliquait avec force, schéma et illustration comment gérer les emballages de produits phytosanitaires. Donc, vous voyez qu'à l'époque, on est en 90, on recommandait de brûler, d'enfouir, de percer. Voilà, c'était la situation en 1990. Je le redis, dépliant co-signé par le ministère de l'Agriculture. Je ne sais pas s'il y avait encore un ministère de l'Environnement à l'époque. Bon, évidemment, ce temps est révolu, mais j'avoue que ce dépliant qui trône dans mon bureau me permet de mesurer en permanence le chemin parcouru. 2001, création d'Adivalor. Donc, Adivalor a été créé à l'initiative de l'UIPP, donc de l'Union de l'industrie de la protection des plantes, avec un collectif qui s'est d'emblée créé associant le syndicat majoritaire, la FNSEA, les chambres d'agriculture et un certain nombre d'organismes représentant la distribution, la coopération, auxquels se sont joints ensuite progressivement différents syndicats de producteurs. Vous avez représenté ici les fabricants de produits plastiques, d'engrais, de semences, de produits d'hygiène et bien entendu de produits phytopharmaceutiques. Une gouvernance interprofessionnelle, et ça c'est une originalité très forte, nos décisions sont prises en concertation entre toutes les parties prenantes et depuis le départ, quasiment pour toutes, à l'unanimité. Et ça, c'est un point certainement qui explique le succès et les résultats que nous avons pu obtenir. L'entreprise Adivalor, qui est une SAS sans but lucratif, c'est-à-dire que nous ne rémunérons pas nos actionnaires, a atteint un chiffre d'affaires de 23 millions d'euros en 2021 et nous comptons 23 collaborateurs.
Alors, ça, c'est aujourd'hui, mais sachez qu'on a démarré à deux personnes. Je me souviens des premiers mois dans les bureaux du rez-de-chaussée de l'UIPP où nous avons donc lancé les premières opérations pilotes. C'était une autre période. Alors, la collecte des déchets d'agrofourniture, comment ça marche? Pour faire court, 300 000 agriculteurs trieurs au niveau des exploitations qui vont trier, préparer leurs déchets et les rapporter à leurs distributeurs lors de périodes qui sont prédéfinies et qui généralement sont des périodes d'une semaine, 2 à 3 fois par an. 1300 opérateurs de collecte qui sont à plus de 90% des coopératives et négociations agricoles et qui mettent à disposition plus de 8000 points d'apport. Donc ça, c'est un des éléments forts de notre dispositif, c'est d'associer la distribution. Et puis ensuite, des entreprises de l'environnement qui nous fournissent leur plateforme de regroupement, de tri et de préparation, et une trentaine de recycleurs localisés sur toute l'Union européenne. Voilà l'organisation technique. Adivalor n'a rien en propre. Notre rôle, c'est d'organiser, structurer et d'être donneur d'ordre vis-à-vis des différents prestataires. L'organisation économique, l'agriculteur donc est responsable du tri, de la préparation et des apports sur son point de collecte. La collecte est prise en charge par les distributeurs et l'enlèvement, le transport et le traitement des déchets sera financé via les metteurs en marché. Depuis sa création, donc, un certain nombre de principes directeurs régissent notre activité. Une gouvernance interprofessionnelle, j'en ai parlé, une responsabilité partagée, vous venez de le voir, un cadre technique national et une organisation par territoire. Alors ça, c'est un point très important, mais pour l'anecdote, quand j'ai pris les rênes d'Adivalor, donc à sa création en juillet 2001, j'ai d'abord pris un rendez-vous chez Citeo, Éco-emballage à l'époque, et je leur ai dit, expliquez-moi, dites-moi simplement ce que je ne dois pas faire. Et la réponse a été très claire, ils m'ont dit, écoutez, ne laissez jamais les consignes de tri partir au niveau des territoires. Imposer des consignes de tri nationales. Vous voyez à quoi ça fait référence, c'est que sur les emballages ménagers, on s'est retrouvé avec des poubelles de couleurs différentes, avec des consignes différentes et plus personne n'y comprenait rien. Donc on est arrivé d'emblée à imposer un cadre technique national avec des consignes de tri uniques, mais par contre en laissant ensuite au niveau des territoires les acteurs s'organiser pour définir les dates de collecte, le nombre de jours de collecte, etc. etc. La non-lucrativité, j'en ai parlé tout à l'heure, la transparence, nos comptes sont publics, vous pouvez les consulter sur notre rapport d'activité, et la maîtrise des coûts, il nous est demandé d'organiser une filière qui soit performante, mais qui soit la moins coûteuse possible. C'est un compromis qui est en recherche d'équilibre permanent. Vous posez la question, vous faites un sondage auprès des agriculteurs, qu'est-ce qu'il vous faut comme système de collecte? La réponse sera unanime, qu'on m'amène un camion et qu'on me pose une benne dans la ferme et que je puisse tout y mettre dedans, bien mélangé. Et ce que nous avons fait, non, c'est que nous avons demandé aux agriculteurs de trier et d'apporter leurs déchets. Alors, c'est un peu plus contraignant, mais ça permet d'avoir des déchets triés, de les avoir déjà massifiés et partant de là, de faire des économies considérables. Alors, Adivalor ne s'est pas fait en un jour et vous avez sur cette carte la représentation de l'évolution de notre périmètre de collecte depuis 2001, avec un démarrage centré sur les emballages de produits phytopharmaceutiques et notamment les bidons plastiques, et une extension progressive du périmètre à partir de 2007, les emballages d'engrais, 2009, les emballages de semences, les films plastiques, 2010, les produits d'hygiène de l'élevage, 2013, les ficelles et filets, 2015, les filets par grêle, et l'histoire continue, équipement de protection individuelle en 2016, gaines d'irrigation en 2019, bidons de produits d'hygiène de l'élevage en 2021. Voilà, donc on est en extension permanente de périmètre. Les actionnaires, on les a vus tout à l'heure, représentent l'ensemble des parties prenantes, fabricants, donc, et c'est l'origine du nom Adivalor, agriculteurs, distributeurs et industriels qui agissent pour la valorisation des déchets agricoles. J'ai parlé tout à l'heure du soutien des pouvoirs publics. Nous avons 2 accords cadres qui sont actuellement en vigueur et qui encadrent nos relations avec les pouvoirs publics. Un accord cadre prolongé pour la dernière fois en janvier 2021. Nous sommes en période Covid, comme vous pouvez le constater.
signé par Christophe Grison avec Madame Pompili, qui est un accord qui nous fixe des objectifs en matière de taux de collecte, de taux de recyclage, mais également qui a, pour la dernière version, inclut des engagements complémentaires sur la mise en place d'une éco-modulation d'ici 2023 sur les éco-contributions, la mise en place de nouvelles unités de recyclage et également d'expérimenter des solutions de réemploi et de substitution. Et le deuxième accord cadre, alors certains d'entre vous, je crois, y étaient, hein, c'est tout frais, c'était au Salon de l'Agriculture, avec notre cher et regretté ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie. Et ça, c'était donc pour nous la prorogation du premier accord cadre que nous avions signé 4 ans plus tôt, et qui est un accord de coopération pour l'essentiel avec les différents services du ministère, DGL, DGPE, DGER, services statistiques et prospectives, avec un certain nombre d'actions et de coopérations sur lesquelles on souhaite aller de plus en plus loin, notamment la prise en compte du critère déchets dans les référentiels de certification, un gros travail sur la sensibilisation dans les lycées agricoles et également des actions visant à faciliter mettre au point de nouvelles solutions de collecte et des bonnes pratiques en matière de prévention des déchets et de réutilisation en agriculture. Voilà, donc on peut considérer aujourd'hui que la Ferme France est exemplaire. Bon, j'avais prévu de vous projeter une petite vidéo, mais est-ce qu'on en a le temps? Je ne sais pas ce que me dit mon maître du temps. 3 minutes. Que dit Christophe? On va voir si la technique suit, mais ça permet simplement de visualiser quelque peu. On te laisse faire. Est-ce que vous voyez l'écran? Il y a une question là. Oui. C'est mieux depuis le début. Il serait temps de s'en inquiéter sinon. Non, j'entends. Est-ce que vous voyez le film? Pas sûr. Là, il n'est pas démarré. Ouais. J'ai l'impression que comme c'est YouTube, oui. Hein, il faut que vous branchiez. Bon, on va peut-être pas. On enverra le lien. Il faut partager. Et c'est pas si simple que ça. Voilà. Je propose qu'on reste sur les deux derniers slides qui sont. Voilà, je vais revenir sur la présentation. Effectivement, c'est toujours un peu délicat de lancer une vidéo, mais vous l'avez sur notre site internet. Alors, quelques chiffres clés. Le premier, c'est les quantités de déchets d'agrofourniture à collecter. On estime qu'il y a au total 116 000 tonnes d'emballages et de plastique usagés à collecter. L'agriculture est un petit consommateur d'emballages et de plastique. Il faut le rappeler, hein, moins de 100 000 tonnes par an. À titre de comparaison, notre consommation annuelle de plastique en France, c'est 5 millions de tonnes. Hein, donc, on représente 2% environ des consommations de plastique et pour l'essentiel des plastiques qui sont à usage essentiel. Nous collectons 70% de ces emballages et de ces plastiques. Hein, c'est le taux de collecte moyen que nous avons atteint, alors qu'il varie selon les flux, selon l'ancienneté des programmes. Ça représente 89 000 tonnes d'emballages et de plastique. Christophe l'a signalé tout à l'heure. Et près de 90% de ces emballages et plastiques collectés sont recyclés. Et ça, c'est tout à fait remarquable. Et ça, c'est lié notamment au fait que nous trions à la source et que donc les flux de déchets qui sont livrés chez les recycleurs sont parfaitement homogènes. Vous avez sur cette diapositive un certain nombre d'exemples, d'usages, d'applications finales pour ces différents déchets, les bidons, tubes et conduits, des gaines techniques, les films, des sacs poubelles, les big bags, des éléments de construction et pour les ficelles, des raccords d'irrigation ou de la ficelle éco-conçue. Ce sont quelques exemples très concrets de réutilisation de produits contenant de la matière recyclée. Alors, l'autre volet très important pour nous, c'est le développement de capacités de recyclage en France. On a eu une période très difficile pour le recyclage avec des fermetures d'unités. Et donc, nous sommes actuellement à plus de 50% des quantités collectées sont expédiées dans différents pays de l'Union européenne. Donc, sur la période 2022-2023, nous avons 4 nouvelles unités de recyclage qui devraient démarrer. L'une qui concerne les films de paillage, dont le démarrage est prévu fin 2022, donc films de paillage utilisés en maraîchage. La deuxième qui devrait démarrer le mois prochain, qui concerne les filets de conditionnement des filets ballerons de foin et de paille, qui devrait démarrer à Argentan en juillet.
Une troisième unité fin d'année qui devrait être localisée en Normandie et qui concernera le recyclage des big bags. Et enfin, une unité prévue pour 2023 qui concernera le recyclage des films d'enrubanage, là aussi utilisés pour le conditionnement des fourrages. Alors, ce sont de très gros projets. Hein. On parle d'unités d'une capacité de 10 000 tonnes, des investissements de 5 à 10 millions d'euros. On est sur de l'industrie lourde. Hein. Le recyclage, c'est de l'industrie lourde. Il faut broyer, il faut laver, il faut sécher, il faut fondre le plastique. Vous aurez peut-être l'occasion, et on serait ravis de pouvoir vous emmener sur une de ces nouvelles unités. Mais c'est un métier qui est à mi-chemin entre une industrie lourde de type métallurgique et puis le métier de la plasturgie. Donc des investissements importants et des contraintes d'exploitation qui le sont également. Voilà, donc 4 unités qui devraient nous permettre de regagner en autonomie, en souveraineté sur ce sujet, ce qui nous semble important compte tenu des incertitudes pesant sur notre environnement économique. Un impact, notre activité a un impact social. 300 000 agriculteurs trieurs, 11 000 personnes impliquées, c'est la dernière étude que nous avions menée sur le sujet. La communauté du recyclage des déchets d'agrofourniture, ce sont 11 000 personnes, principalement en distribution au niveau de la précollecte, mais également au niveau du transport, du pré-traitement et du recyclage. Et ça représente l'équivalent de 530 équivalents temps plein sur ces différentes activités. J'ai parlé très rapidement tout à l'heure de l'exemplarité de la France au niveau international. Sachez que nous sommes aujourd'hui très clairement champions d'Europe puisque nous sommes le seul système à avoir été mis en place en France avec un spectre de collecte aussi large, des résultats, des taux de collecte aussi élevés. Et donc aujourd'hui, notre savoir-faire fait référence et nous sommes régulièrement sollicités pour intervenir en appui auprès des différents pays de l'Union, mais également à l'extérieur, je pense différents pays d'Afrique, Amérique du Nord et également Amérique du Sud et Asie, hein, puisque j'ai eu l'occasion d'intervenir en Chine il y a maintenant 4 ans pour partager notre retour d'expérience. Voilà, donc merci Pierre pour ce tour très complet de l'économie circulaire aux applications très concrètes d'une profession qui s'est engagée avec succès. Il reste encore des pourcents à gratter pour approcher la totalité. Alors, j'ouvre le débat. Président, veux-tu ajouter un petit mot? Juste un petit mot, oui, par rapport à ce slide, puisque si on peut juste remettre le slide 30 secondes. En fait, les photos correspondent exactement à ce qu'on appelle l'économie circulaire. On va de la préparation chez l'agriculteur, la collecte, on voit par exemple quelqu'un qui gère la logistique avec ses camions, on voit des éleveurs, on voit des agriculteurs, des maraîchers, des céréaliers, on voit les plateformes, on voit les femmes et les hommes qui travaillent au quotidien justement pour toute cette économie circulaire. Voilà, c'est l'objet de l'exposition photo. Plutôt que de montrer des usines, on a décidé de faire le focus sur les personnes. C'est une très très bonne idée, c'est très intéressant. Alors, le débat, il y a des questions. Claude Sultana, vas-y, prends le micro de ta voisine, appuie sur le petit bouton, vérifie que la lampe rouge est allumée. Voilà, on t'entend. Parle bien dans le microphone. Oui, d'abord, il peut y avoir des questions de coût. Quand, par exemple, le coût de la récupération est supérieur au produit neuf que l'on va remplacer. Et l'autre problème il peut être un peu technique quand il y a à séparer différentes composants. Je pense par exemple aux pneumatiques. Là, on se trouve avec du caoutchouc, on se trouve avec du métal et quelquefois du textile. Comment séparer tout ça? Alors, je commence, Pierre, puis tu poursuis. Bon, déjà, les pneumatiques, c'est une autre filière qui s'appelle Ancivalor, qui est un peu une copie d'Adivalor, mais ce n'est pas Adivalor qui la gère. Il n'empêche que... Oui, mais il n'empêche que nous, on demande à nos agriculteurs justement de trier. Alors, moi qui suis maraîcher et céréalier, on va dire, c'est plus simple. Par contre, un éleveur, il faut qu'il trie ses ficelles, ses enrubanages. Donc, ils ont plein de poubelles différentes.
et ils doivent faire du tri à la ferme et du nettoyage aussi. C'est très important parce que si jamais les bidons sont mal nettoyés, ils ne sont pas recyclés. Et notamment, on parle beaucoup de l'agriculture biologique. Alors, ce n'est pas l'histoire de pour ou contre l'agriculture biologique, ce n'est pas le débat, mais il n'empêche que l'agriculture biologique utilise beaucoup de soufre et de cuivre, et ça colle au fond du bidon. Et c'est très dur à recycler. Donc, pour nous, à Divalor, c'est très compliqué de recycler ces bidons-là. Après, sur la première question, excusez-moi, j'ai oublié le fil là. Sur le coût de transformation. Ah oui, alors on ne va pas se mentir, plus le pétrole est haut, plus le recyclage est intéressant pour celui qui va refaire. Voilà. Et effectivement, il y a quelques années, quand le pétrole était assez bas, c'était compliqué pour effectivement réinjecter du plastique de recyclage. Pierre, tu veux compléter? Oui, je peut-être. Donc sur les deux points. Le premier point, c'est en fait, la question qui est derrière, c'est la recyclabilité de produits ou d'emballages qui sont multimatériaux. Donc, vous soulevez là un sujet important. Alors, pour ce qui est des emballages et plastiques en agriculture, ce sujet, il est marginal parce que nous travaillons essentiellement avec des emballages et des plastiques qui sont monomatériaux, ce qui nous permet d'atteindre ces niveaux de recyclage très importants. Mais vous avez tout à fait raison. Là où on a affaire à des déchets qui contiennent plusieurs matériaux, le recyclage mécanique peut s'avérer malaisé. Et la solution passera là, soit par de la valorisation énergétique, donc on va transformer le déchet en carburant. Alors, prenons le cas des pneus. Aujourd'hui, plus de 50% des pneumatiques sont broyés. Alors, quand je dis broyés, c'est très finement broyé, hein, on arrive à la taille d'un confetti, et sont utilisés en substitution de fuel lourd dans les cimenteries. Hein, aujourd'hui, il faut savoir que nos cimenteries s'alimentent en énergie à 50% à partir de déchets, et elles étaient à peine à 20% il y a une dizaine d'années, et on devrait atteindre les 80%. Donc, le mix énergétique des cimenteries vont leur permettre d'être autonomes. Ça, c'est une première voie. La deuxième voie dont vous allez beaucoup entendre parler dans les mois qui viennent, et ça concerne notamment les emballages ménagers, où on n'arrive pas à dépasser péniblement un taux de recyclage de 30%, ça va être d'aller vers le recyclage chimique. Alors, qu'est-ce que c'est que le recyclage chimique? Ça va consister par différents procédés à décomposer le polymère, à revenir sur un monomère et à resynthétiser un polymère à partir du monomère. Je fais très simple, très court, il y a plusieurs voies. Et là, on est dans de la pétrochimie, et vous verrez, vous allez voir dans l'actualité que les pétrochimistes investissent lourdement sur de nouvelles unités, y compris en France. On sera sur des unités de grande taille, mais on va, grâce à ça, revenir à des polymères qui seront pratiquement à l'état neuf. C'est très intéressant d'un point de vue technique, c'est très coûteux d'un point de vue économique, parce que vous le comprenez, ça va être très énergivore. Sur le point de l'énergie, il y avait une question, enfin j'entendais en filigrane, et je voudrais juste insister sur ce point, c'est le bilan énergétique et environnemental d'un schéma de collecte et de recyclage. Pour faire court, notez que selon les caractéristiques du déchet, on aura un gain net par rapport à de la matière vierge qui permettra d'éviter l'émission d'1 à 2 tonnes de CO2 par tonne de plastique utilisé. Donc, malgré le transport, malgré tout ce que vous avez pu voir dans ma présentation, il y a un gain sur le plan énergétique par rapport à de l'extraction de matières fossiles qui est indiscutable. Parce que quand on fait un bilan carbone, et nous avons fait ces bilans carbone, autant effectivement, on va avoir en débit tout le volet transport, et on peut même parler du recyclage, qui en lui-même, le process, j'en parlais tout à l'heure, est assez énergivore, mais on va s'affranchir de toute l'énergie consommée sur le processus d'extraction. Et le bilan est sans appel. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de polémique sur ce sujet-là. Il y a un gain énergétique et un bénéfice en matière d'évitement d'émissions de CO2 qui est extrêmement important. Je le redis, 1 à 2 tonnes de CO2 évitées par tonne de matière plastique recyclée. Marie-Françoise, lui, notre ancien trésorier. Oui, merci beaucoup. On voit bien que ce qui était un déchet devient une ressource pour l'autre, hein, et que la chaîne de valeur change selon la nature des déchets aussi, de ce qu'on appelle déchets. Mais ma question, elle portait sur les relations avec les collectivités territoriales, parce que ce sont elles qui ont, entre guillemets, cette responsabilité et qui en tirent aussi des bénéfices. Donc, quelles sont la nature des relations que Adivalor entretient avec
ces collectivités sur le terrain ou au plan plus global? Je me tourne aussi vers le président. Alors, je vais peut-être démarrer la réponse et Christophe complétera. On a fait le choix d'emblée de privilégier un mode de collecte via la distribution agricole. Ça a été un choix très fort dès le départ de considérer que les coopératives agricoles, les négociants agricoles disposaient d'infrastructures tout à fait adaptées à la collecte de déchets d'agrofourniture et qu'on avait une possibilité là de travailler, j'allais dire, en filière avec nos moyens propres, sans créer, sans faire appel à des acteurs extérieurs. Donc, pour répondre très clairement à votre question, nos relations avec les collectivités, elles sont très limitées puisqu'on n'a pas de contrat de collecte, à quelques exceptions près. Cependant, les départements les plus ruraux, si je prends le cas de l'Aveyron, de la Creuse, de la Lozère, là, le Cantal, là, on travaille encore avec des collectivités. Pourquoi? Parce qu'elles sont par définition, elles sont rurales. Elles travaillent pour les habitants sont des agriculteurs. Et là, on utilise, par exemple, si je prends le cas du Cantal, on va utiliser 2 à 3 fois par an les déchetteries. Une zone va être aménagée pour l'apport des déchets agricoles. Les agriculteurs apportent et on récupère dans la semaine tout ce qui a été déposé. Mais voilà, on est dans l'exception, contrairement aux emballages ménagers. Et elles vous demandent de traiter leurs propres déchets plastiques aussi, non? Non. Non. Là, on est vraiment sur des systèmes bien disjoints. Mais il est clair que la gestion des déchets en France, historiquement, depuis 1992, s'est structurée sur les emballages ménagers avec le concours actif pour la collecte des collectivités locales qui ont des obligations. La commune, aujourd'hui, a une obligation de pourvoir à la collecte des déchets des ménages, j'insiste là-dessus, des ménages. Merci Pierre. Christian, tu as la parole. Patrick, pardon, tu as la parole. Je suis étonné par le relativement faible nombre de plateformes, 70. Ça n'en fait même pas une par département. Ça suffit pour être opérationnel? Ça, c'est les plateformes où on recentre. Il y a 1300 points de collecte quand même. 8000. Oui, mais 1300 points de collecte aussi. 1300 entreprises de collecte, donc négociants, distributeurs, et plus de 8000 points de collecte. Grosso modo, l'agriculteur fait entre 7 et 10 km maximum, logiquement, si c'est bien maillé, on va dire. Par les coopératives, les négoces. Moi, je vois le cas de ma coopérative Val-France, on a 30 silos, ça fait quand même 30 points où on peut apporter, quoi. Okay, alors ensuite, c'est la coopérative qui fait les 100 km pour aller à la plateforme, c'est ça? Non, c'est Adivalor qui va organiser la logistique. Voilà, donc c'est une activité, c'est une part très importante de notre activité, c'est d'organiser la logistique, ce qu'on appelle la reverse logistique, donc une logistique inverse qui va constituer à aller chercher tous les déchets dans les points de collecte, coopératives, négociants agricoles, et les transporter jusqu'à des plateformes de regroupement où les déchets vont être compressés, mis en balle sur un format standard pour pouvoir ensuite parcourir des distances plus longues jusqu'au recycleur. Je l'ai dit, on manque de recycleurs en France, ça veut dire qu'on expédie actuellement beaucoup de nos déchets en Espagne, en Belgique, en Allemagne, en Pologne, qui sont les principaux pays destinataires actuellement. Et tout à l'heure, tu n'as pas cité le chiffre, mais il était sur le slide, c'est 1,2 million de mètres cubes transportés. Ça fait 42 000 demandes d'enlèvement. C'est quand même colossal au niveau logistique. D'autres questions, Jacques? J'ai une question, une demande. La question, c'est quel est le business model? C'est-à-dire, qui est-ce qui paye pour ça? C'est des coûts importants. Et ma demande, j'en ai parlé tout à l'heure, est-ce que vous avez des actions exemplaires dans l'île de la Réunion? Parce que nous organisons un événement dans 3-4 mois à Madagascar et on voudrait montrer des exemples de réussite aux autres îles de l'océan Indien, si on peut faire la même chose. Donc, je vous enverrai des notes de cadrage et on peut essayer d'en discuter. Mais d'abord, comment ça marche? Donc, sur l'aspect financier, puisque c'était votre question, je crois, était sur le volet qui finance. Donc, comme je l'ai expliqué rapidement tout à l'heure, et je m'en excuse, et c'est vraiment au cœur, je le redis, et c'est essentiel à comprendre, c'est au cœur de ce concept de responsabilité élargie au producteur. Le fabricant ou l'importateur du produit va contribuer financièrement
à la gestion de la fin de vie de son produit en payant, lors de la mise en marché, une éco-contribution qui est calculée au kilolitre de produit, pour faire court. Hein, donc, la ressource financière principale, elle va venir de là. C'est bien le fabricant du produit qui est en responsabilité pour financer le système. Voilà. Et ça représente plus de 80% de nos ressources. On a, surtout en ce moment, des recettes également liées à la cession de certains déchets recyclables qui prennent de la valeur. Hein. Et dans un contexte de prix de matières premières élevé, les déchets prennent de la valeur. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Je peux vous dire que quand le baril était à moins de $50, on a perdu beaucoup de valeur sur nos déchets. Sur la deuxième question, sur la Réunion, donc sur la Réunion, nous intervenons sur la Réunion et nous avons soutenu la mise en place d'une organisation locale de collecte qui évolue sous le nom, l'organisme s'appelle EcoAgri Réunion. Donc EcoAgri Réunion qui organise les collectes à la Réunion. Ce sont des personnes qu'on a formées, ce sont des opérations. Alors on intervient dans le financement des opérations, mais en l'adaptant au contexte réunionnais. Donc ça a été mis en place il y a 5 ans et ça fonctionne bien. La difficulté évidemment dans les DOM, c'est l'éloignement, donc les coûts de transport, l'absence d'unités de valorisation sur place parce que les quantités de déchets recyclés sont trop faibles hein, pour justifier la création d'unités industrielles. Donc on doit, pour la plupart, sachez-le, rapatrier ces emballages et ces plastiques en métropole. Ce qui est Pierre, Constant, tu voulais dire quelque chose? Ma question, je suis pratiquement dans les dernières questions, ou la dernière. Donc c'était pour, on a vu comment vous avez évolué en produits, nombre de produits qui ont été recyclés. Est-ce qu'il y a encore des marges de développement? Je pense aux huiles usagées, je pense, pourquoi pas parfois les bâtiments, l'amiante, je pense, bon voilà. Est-ce qu'il y a des progressions, des évolutions prévues avec Adivalor? Alors, les points... Une question qu'aurait dû poser Madame Massin, à côté, toxicologue. Voilà, alors, au moins une, alors allez-y, parce que j'aimerais bien que vous posiez quelques questions. Oui, moi je trouve passionnant et d'autant plus que j'ai été récemment impliquée dans l'expertise d'un dossier à la BPI de recyclage, justement, d'une start-up qui cherche à valoriser les déchets d'épluchure grâce à un système de fermentation breveté pour fabriquer de nouveaux ingrédients destinés à l'alimentation humaine. Et puis, il y a aussi le problème des recyclages d'emballages. Moi, j'ai toujours été très, très gênée par le fait d'utiliser des emballages recyclés pour l'emballage alimentaire en tant que toxicologue, même s'il y a des toxicologues qui travaillent bien là-dessus. Et ma problématique est comment arrivez-vous à aborder les dangers, voire les risques d'effets toxiques des produits recyclés et éventuellement destinés à l'alimentation humaine, puisque c'est mon job. Brièvement, parce que le pendule tourne. Oui. Alors, je voudrais... je commence par quelle question? La dernière, et puis ensuite celui secrétaire perpétuel. La dernière sur la question de l'évaluation des risques. Donc, effectivement, c'est une très bonne question. D'abord, sachez que la réglementation distingue bien l'utilisation de matières recyclées pour des usages en général et pour le contact alimentaire en particulier. Aujourd'hui, n'est autorisé pour le contact alimentaire que le PET recyclé répondant à un certain nombre d'exigences et à des référentiels de certification qui vont permettre de s'assurer de l'innocuité des plastiques. Alors ça fonctionne aujourd'hui très bien puisque vous achetez des bouteilles d'eau minérale, hein, mais dites-vous qu'aujourd'hui, les minéraliers ont pris le risque. Hein, vous parliez de risque, eh ben, ce risque, ils l'ont pris, soutenu par les pouvoirs publics. Vous achetez aujourd'hui des bouteilles d'Evian qui contiennent jusqu'à 100% de matière recyclée. Donc évidemment, ça ne s'est pas fait. Là aussi, moi, je me souviens, il y a 20 ans, on disait hors de question, pas de contact alimentaire. Et ça a démarré avec les eaux minérales, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus sensible et avec une image chantée qui est bien sûr la plus forte. Donc, on a aujourd'hui les moyens techniques d'évaluer ce risque qui peut être notamment lié à la présence de substances indésirables dans les plastiques avec un risque de libération au contact alimentaire. Donc ça, c'est travaillé avec beaucoup d'attention. Et ce qui fait que pour l'instant,
seule une résine plastique, le PET, a été autorisée au contact alimentaire. Mais nous pensons que le PEHD devrait suivre. Reste encore quelques travaux pour sécuriser la filière. Concernant l'agricole, on travaille aussi sur d'autres sujets très spécifiques, par exemple sur des projets de réutilisation de la matière recyclée issue du recyclage des bidons de produits phytopharmaceutiques pour refabriquer des bidons de produits phytopharmaceutiques. Et là, on a un autre risque à évaluer, qui n'est pas un risque de toxicité pour l'homme, mais qui est un risque de phytotoxicité. Est-ce que les traces qui peuvent subsister dans l'architecture de la résine, susceptibles d'être relarguées dans le produit contenu, peuvent générer une phytotoxicité? C'est un risque qui est actuellement, on mène des études là-dessus. Je suis assez confiant sur le résultat, mais pour vous dire que voilà, avant d'y aller, toutes les précautions seront prises pour qu'on soit sur un risque zéro. Merci Pierre. La réponse à la question de Oui, c'était quels étaient les produits sur lesquels vous pouvez encore avoir du développement en récupération? Alors, sur les points d'amélioration, on a parlé tout à l'heure du taux de collecte. Il nous reste encore du travail. On a des régions, on a des secteurs, on a certains déchets pour lesquels les taux de collecte ne sont pas assez élevés. Le premier axe de progrès. Le deuxième axe de progrès, ça sera arriver à recycler 100% de ce que nous collectons. Et là, on met au point, je parlais des filets balles rondes, l'unité de recyclage qui va démarrer à Argentan est une première mondiale, sachez-le. J'étais en session la semaine dernière avec le leader mondial de fabrication de filets, un kibboutz israélien, pour l'anecdote. Et nous serons les premiers en France à mettre au point un procédé de recyclage, donc 100% recyclé. Et le troisième axe de progrès, vous l'avez cité, c'est celui de l'élargissement du périmètre de collecte. Et là, on travaille sur différents projets. Les emballages de produits de nutrition animale qui ne sont pas dans notre scope. Les toits de montissés, que vous voyez de plus en plus ce qu'on appelle les voiles d'hivernage, que vous utilisez pour vos plantes d'appartement, mais qu'on utilise aussi maintenant en plein champ, sur lequel on doit mettre au point des solutions de collecte, et puis également les pots horticoles. Vous avez parlé de l'amiante, c'est un sujet très spécifique. On est évidemment sur un déchet dangereux. L'huile, la filière huile est déjà organisée et réglementée, il faut le savoir. Donc tout ça est déjà cadré. Voilà, mais on a fait, je dirais que pour conclure, l'essentiel a été fait. On est maintenant sur des niches sur lesquelles on doit mettre au point des solutions additionnelles. Et ça fait partie effectivement de nos missions. Merci Pierre. Je passe la parole à mon voisin pour conclure ce 13-14. Désolé Pierre de te contraindre, mais voilà, je sais qu'ici ils ont un impératif à 14 h, donc voilà. Juste pour vous remercier encore de nous avoir accepté et accueilli l'exposition photo. Donc je crois qu'elle est jusqu'à après le week-end des Journées nationales de l'agriculture qui se tiennent. Elle est dans le programme, donc c'est fabuleux. Moi-même, en tant qu'agriculteur, je suis engagé dans ce week-end d'accueil à la ferme. Donc, je recevrai du public moi-même sur mon exploitation école parce qu'on manque de communication sur le monde agricole. C'est un peu technique parfois, donc il faut vulgariser, sensibiliser et accueillir des citadins parce qu'on a plein de gens qui arrivent des villes. Moi, j'habite dans un village de 1800 habitants. Il y a encore 20 ans, c'était très rural. Aujourd'hui, c'est des néo-urbains. Donc, il faut leur expliquer, les rassurer, les tranquilliser. C'est pour ça qu'on fait ce partenariat avec les JNA et l'association Agri-Demain. Et je vous remercie, Président, donc, de participer au JNA, comme nous. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous tous.